Des roquettes tirées en direction de Jérusalem par le djihad islamique, l'organisation soutenue par l'Iran, dont un deuxième haut responsable a été tué dans des frappes israéliennes. La Chine démontre être en mesure de conduire le blocus de Taïwan et accuse Washington d'ingérence. Les États-Unis parlent de réactions disproportionnées. Les objets du quotidien de la classe moyenne se dévoilent à Pompéi. Ce sont les dernières découvertes des archéologues sur le site antique. Allemagne, Angleterre, Suède ou Pays-Bas, un peu partout en Europe, les marches des fiertés ont de nouveau eu lieu ce samedi après 2 ans d'annulation à cause du Covid-19. Pour la première fois depuis la reprise des hostilités, le djihad islamique a tiré des roquettes en direction de Jérusalem, où les sirènes anti-bombardement ont retenti. L'organisation soutenue par l'Iran confirme par ailleurs la mort de Khaled Mansour, le commandant du djihad islamique pour les opérations dans le sud de la bande de Gaza. Le djihad islamique est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. Khaled Mansour est le deuxième haut responsable de l'organisation tué dans des frappes israéliennes depuis vendredi. Selon le décompte du ministère palestinien de la Santé, les bombardements israéliens ont tué 29 personnes, dont 6 enfants. Israël estime de son côté avoir éliminé une quinzaine de combattants du djihad islamique. Tsahal accuse par ailleurs l'organisation islamique d'avoir par erreur bombardé le nord de la bande de Gaza et causé la mort des civils. Le Hamas, qui domine la bande de Gaza, est jusqu'à présent resté en dehors des tensions et l'intensité des échanges de frappes aériennes semble avoir légèrement diminué. Le Premier ministre israélien Yair Lapid annonce néanmoins que Tsahal va continuer ses bombardements ciblés et que l'opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. La Chine poursuit sa démonstration de force et démontre être en mesure de mener un blocus de Taïwan en empêchant les forces américaines de lui venir en aide. Selon le ministère taïwanais de la Défense, des avions, des navires et des drones chinois ont simulé des attaques contre l'île principale de Taïwan. Une fois les exercices terminés ce dimanche, Pékin annonce que de nouveaux exercices à tir réel seront menés jusqu'au 15 août. Via un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, la Chine a une nouvelle fois accusé les États-Unis d'ingérence. Pékin reproche à Washington de ne pas avoir empêché la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. De son côté, le chef de la diplomatie américaine dénonce ce qu'il estime être la disproportion totale du blocus de Taïwan. Près de la moitié de la flotte mondiale de conteneurs et 90% des plus grands navires du monde passent par le détroit de Taïwan. Avec ces tirs de missiles, Pékin a pris une mesure irresponsable d'un genre nouveau. Ils ont fermé 8 zones où jusque-là nos deux pays collaboraient. Le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi s'est de son côté entretenu avec son homologue russe et a remercié la Russie pour son soutien. 80 000 touristes sont coincés sur l'île chinoise de Hainan après la détection de 483 cas de Covid. Tous les vols et les billets de train ont été annulés pendant le week-end, les lieux de divertissement sont fermés et les hôtels ont reçu ordre d'offrir une réduction de 50% jusqu'à la levée des restrictions. À ce jour, la Chine est la seule grande économie qui continue d'appliquer la stratégie zéro Covid. Au moins 1 mort, 121 blessés et 17 disparus. C'est le bilan du gigantesque incendie d'un dépôt pétrolier près de Matanzas, à 100 km à l'est de la Havane. Le feu a pris vendredi soir lorsque la foudre s'est abattue sur l'un des réservoirs. Près de 2000 personnes ont été évacuées de la zone et les autorités cubaines ont demandé l'aide de pays étrangers pour combattre ce sinistre. Pas de signe d'accalmie en ce qui concerne le volcan islandais entré en éruption à une quarantaine de kilomètres de la capitale, Reykjavik. Les autorités alertent sur le risque de pollution avec des niveaux de dioxyde de soufre qui pourraient atteindre 2600 microgrammes par mètre cube, soit bien au-delà des seuils autorisés. Ces avertissements n'empêchent pas les curieux de venir admirer les coulées de lave incandescentes. Pompéi continue à délivrer ses trésors. Assiettes, vases, amphores, les archéologues ont mis au jour un nouvel ensemble d'objets qui éclairent un peu plus le quotidien des habitants de la classe moyenne de la cité antique.
Les découvertes ont eu lieu dans une maison de l'un des plus grands quartiers de la ville, ensevelie par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Ici, nous pouvons voir la partie en bois des portes et ce sont les supports que nous devons imaginer positionnés de cette façon pour permettre son ouverture. À l'intérieur de l'armoire, il y avait des étagères. Et ce que nous voyons, c'est l'étagère qui s'est effondrée quand le volcan a explosé. À l'intérieur, nous trouvons des objets en verre, comme ces bouteilles, mais aussi en céramique, comme ces vases que nous découvrons petit à petit. Après avoir fouillé les somptueuses villas de la classe aisée, les archéologues se concentrent de plus en plus sur la vie de la classe moyenne ainsi que celle des serviteurs et des esclaves. Les membres de la communauté LGBT ont défilé ce samedi dans les rues d'Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Environ 250 000 personnes se sont massées dans le centre-ville pour le Christopher Street Day. La parade avait été annulée en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Autre marche des fiertés, de retour après 2 ans d'absence, celle de Brighton, une station balnéaire du sud de l'Angleterre. Il s'agissait de célébrer le 50e anniversaire de la première parade du genre organisée dans la ville. En Suède, on estime à 50 000 le nombre de participants à la Stockholm Pride Parade, la plus importante de Scandinavie. Mot d'ordre, obtenir l'égalité des droits pour les différentes communautés et plus simplement afficher ces différences sans complexe. Enfin, 80 bateaux décorés aux couleurs du drapeau arc-en-ciel ont navigué sur les canaux d'Amsterdam. Là aussi, l'événement n'avait plus été organisé depuis 3 ans à cause du Covid-19. Si l'Europe est frappée depuis plusieurs semaines par une intense vague de chaleur, au Lesotho, petit pays africain entièrement enclavé dans l'Afrique du Sud, il fait actuellement suffisamment froid pour skier. Perchée à 3000 mètres d'altitude, Afriski est l'une des 2 seules stations de sport d'hiver d'Afrique australe. Elle ne comprend que 2 km de pistes destinées principalement aux débutants, ce que sont la plupart des skieurs venant ici, originaires pour beaucoup des grandes villes d'Afrique du Sud. Et j'ai vu beaucoup de publicités sur YouTube et je me suis dit que je voulais vraiment essayer. Je n'avais jamais vu de neige de ma vie, donc c'est vraiment une super expérience. Là, on va aller suivre un cours de ski. Et puis après, on va juste jouer dans la neige, prendre des photos sympas et profiter au mieux de notre temps ici. La station est ouverte durant tout l'hiver austral de début juin à fin août. L'enneigement naturel étant faible, il est essentiellement assuré par des canons à neige. Le navigateur breton Yann Kenney était parti de Saint-Brieuc dans la plus grande discrétion à bord du Baluchon, une coque de noix de 4 mètres, construite de ses mains avec pour seul instrument le GPS de son téléphone portable. Je ne m'attendais pas à ça quand je suis parti il y a 3 ans. Le voilier lui avait coûté 4 000 € et il ne partait pas battre des records, mais pour se faire plaisir. J'ai appris la voile tout seul, donc au début j'ai fait des tout petits ronds autour de Saint-Brieuc, puis après de plus en plus grand, j'étais jusqu'aux Açores, après j'ai traversé l'Atlantique et puis maintenant j'ai fait une boucle comme ça. Ça m'a mis un long apprentissage pour arriver à ce tour du monde. Le tour du monde aura duré 3 ans. Yann Kenney se souvient du ravissement, de l'arrivée aux îles Marquises et des moments difficiles de la traversée de l'océan Indien. Des centaines de personnes sont venues l'applaudir à son retour au port et Yann Kenney pense déjà à repartir. Je vais construire un nouveau voilier, un autre petit voilier, tout petit. J'aime pas les grands bateaux parce que c'est pour les grandes personnes sérieuses et moi je ne suis pas une grande personne sérieuse. Donc je vais refaire un autre petit bateau et je vais essayer d'aller un petit peu passer un hiver dans le Grand Nord canadien où je ne sais pas trop encore la destination, mais c'est un peu l'objectif de faire un hivernage dans le Grand Nord. Avant de reprendre le large, Yann Kenney va publier le récit de son voyage. Le livre est intitulé « Le tour du monde avec mon baluchon » et il sera publié en novembre.